On peut, c'est ce qu'ont essayé de faire les Barcelonais, essayer de proposer des critères de réflexion pour la désignation de sites à conserver ou non. En préalable, il faut bien dire que ces critères, qui sont, je pense, absolument nécessaires, doivent être précédés par 3 critères généraux absolument intangibles, qui sont d'abord une transparence absolue et une information publique de tout le processus d'analyse et d'évaluation. Ensuite, la non-implication d'intérêts particuliers par rapport au projet, de la part de tous ceux qui sont chargés d'évaluer la viabilité du projet. Enfin, la construction d'indicateurs et d'une méthodologie qui soit utilisable dans tous les cas. Donc, sur ce dernier point, les archéologues de Barcelone ont travaillé et ont appliqué ces critères dans les derniers grands projets urbains. Il s'agit donc d'analyser les vestiges selon les critères suivants, qui sont d'abord la singularité. Il s'agit d'évaluer si les vestiges archéologiques sont suffisamment rares dans le milieu culturel ou, au contraire, sans entrer dans des considérations de l'intérêt scientifique propre, si on a déjà conservé des vestiges possédant des caractères similaires. Cela revient à dire qu'il faut évaluer si les vestiges exhumés sont un exemple unique pour une période, une architecture, une culture, pour qu'on ait un intérêt réel à les conserver. Le deuxième, c'est la monumentalité. Un niveau de monumentalité, entre guillemets, peut être attribué en fonction du niveau de conservation et de la valeur esthétique intrinsèque au site. On ne considère pas de la même façon des vestiges arasés au niveau des fondations et des structures qui conservent une grande part de leur élévation. Ensuite, la lisibilité et la capacité discursive. Les vestiges archéologiques peuvent être importants, mais n'être pas intelligibles pour un public non expert, ou simplement faire référence à des épisodes très concrets et anecdotiques de l'histoire. Il est important de considérer que le fait de conserver n'est pas seulement un exercice professionnel, mais qu'il tire son sens du fait d'expliquer l'histoire à un public à partir d'un exemple précis. Il faut donc que les vestiges présentent a priori une bonne lisibilité, laquelle facilitera bien sûr plus tard le processus de muséalisation. Ensuite, la valeur historique. Le potentiel des vestiges archéologiques, c'est ce qu'ont montré, je crois, hier Jean-Luc Boudartchouk et Jean Catalot, c'est d'apporter une lumière nouvelle sur la connaissance historique d'un fait ou d'une époque. Parfois, des faits sont déjà connus et bien documentés, d'autres fois, ils permettent de connaître des choses jusqu'alors inconnues. Donc, au cas par cas, il faut relever l'élément historique spécifique que l'on va considérer. Ensuite, la valeur symbolique. Il s'agit de déterminer si les vestiges font référence à un élément quelconque qui est une grande capacité d'évocation symbolique dans une société déterminée. On se réfère ici à la capacité du lieu de stimuler ou de maintenir l'identité culturelle ou sociale de la communauté qui accueille et qui est en relation directe avec le site. L'exemple ultime de cette valeur symbolique, par exemple, c'est l'acropole d'Athènes, qui, en plus de sa valeur historique et artistique spécifique, symbolise aussi les valeurs de la Grèce classique et, au bout du compte, de la démocratie européenne. Avant-dernier critère, la capacité de muséalisation. Il s'agit d'évaluer la viabilité d'un projet de présentation, l'ouverture au public, dans les aspects concrets de la gestion, de la conservation. Ouvrir un site archéologique suppose des coûts de réalisation, mais aussi de maintenance et de gestion. Conservation préventive, marketing et communication, renouvellement des systèmes d'information, programmes éducatifs, gestion des publics, maintenance des installations, personnel spécifique, etc. Et enfin, l'impact sur l'environnement. L'analyse de l'impact doit se faire en termes socio-économiques et paysagers et porter sur l'environnement immédiat du site. L'ouverture d'un site muséalisé peut contribuer à relancer la dynamique sociale et économique de la zone urbaine considérée, de la même manière qu'elle peut les modifier d'une façon négative si l'on ne prend pas en compte son intégration dans le tissu urbain du quartier. On peut considérer que la gestion du patrimoine archéologique n'est pas uniquement une question administrative. La gestion est étroitement liée à la prise de décision de conserver ou non le patrimoine archéologique. Comme pour tout processus de décision, il est recommandable qu'il existe un outil d'analyse qui permette de déterminer et surtout d'argumenter dans quelles circonstances il est nécessaire de réaliser un effort urbanistique pour que le patrimoine historique soit préservé comme bien culturel, non pas seulement pour sa valeur passée, mais aussi dans les perspectives du présent et du futur. Les questions se posent tous les jours. Une minute. Les questions se posent tous les jours. Par exemple,
le rempart antique Rubida, qui est visible actuellement dans cet état-là, les photos en 2 jours. Ce rempart, on en voit ici l'élévation, elle était connue depuis la fin du XVIIIe siècle. Les archéologues l'étudient actuellement. On aurait pu trouver souhaitable qu'une étude du bâti soit faite avant les démolitions, par exemple. Mais on peut aussi préparer l'avenir, par exemple à Saint-Pierre-des-Cuisines, la grande galerie que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était ici. Sur les plans du XVIIIe siècle, elle apparaît encore avec ses ailes en retour. Et dans l'une de ces ailes en retour avait été aménagé le bâtiment qui fut le collège de Moissac à la fin du XIIIe siècle, puis le réfectoire des Chartreux au milieu du XVIe siècle. On a aussi les abords de la cathédrale Saint-Étienne, cour Sainte-Anne, se trouvait le grand cloître roman de Saint-Étienne, dont des 5 chapiteaux sont conservés au musée des Augustins. Le site archéologique existe, on n'en fait rien, il faudra peut-être prévoir d'en faire quelque chose. Et puis, dans la hiérarchie des sites toulousains, que l'on peut aussi prévoir, enfin qu'il va devenir un jour nécessaire d'aménager, ce sont les abords de Saint-Cernin, qui sert actuellement pratiquement à 95% de son, j'exagère, 75% de sa surface, de parking pour les voitures. On a aussi là un site archéologique de première ampleur. Tous les bâtiments, le cloître roman, le palais de l'abbé, les bâtiments des chanoines, qui sont eux-mêmes superposés à la très grande nécropole de la fin de l'Antiquité de Saint-Cernin-de-Toulouse, qui est un site majeur au niveau européen. Donc cette prévision et cette conservation, cette organisation de la prise en charge des sites archéologiques, elle doit se faire à 2 niveaux, je crois. Elle doit se faire au niveau de la programmation urbaine des, interventions archéologiques obligatoires dans le cas de chantiers qui la nécessitent. Et puis elle peut aussi se prévoir quand il s'agit de choses de sites qui sont non immédiatement menacés, comme les 3 que je viens vous montrer, Saint-Pierre-des-Cuisines, Saint-Étienne et surtout Saint-Cernin. Et là, on peut prévoir l'avenir peut-être d'une manière un petit peu efficace. Je vous remercie de votre attention.